replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler du mariage d'Henri II et de Catherine de Médicis. Je vais commencer par vous parler de chacun des deux personnages du jour. Henri II est né le 31 mars 1519 à Saint-Germain-en-Laye. De l'âge de 7 ans à 10 ans, il est otage de Charles Quint avec son frère aîné François. Autant dire qu'il en sera marqué à jamais. Une jeune femme de 20 ans, son aînée, est chargée de son éducation. Cette jeune femme n'est autre que Diane de Poitiers. Elle est très belle. Le jeune Henri l'aperçoit comme une déesse. Elle est veuve. Depuis 1531, elle devient la maîtresse de son élève. Henri est un véritable athlète. Au saut en longueur, il peut sauter jusqu'à 7 mètres. Il aime les jeux violents, les combats, mais il manque de spontanéité. Dans cette cour en pleine effervescence et en pleine renaissance, il est initié à l'humanisme. Par contre, il se tient mal à table et fait des bruits en mangeant, sûrement un des restes de sa captivité. Il lit beaucoup, notamment les romans de chevalerie. Il s'auto-initie à l'amour courtois. Il idéalise sa dame. On peut dire qu'Henri est tout en muscles et en même temps fleur bleue. Henri est le deuxième fils, donc il n'est pas amené à régner. Son père, François Ier, rêve toujours d'Italie. Son fils Henri est une autre façon de conquérir ce pays, en organisant son mariage. Mais il faut tout de même une légitimité et du sang royal pour cette future épouse. Son choix se porte sur Catherine de Médicis. Alors, petit aparté, je vous ai déjà parlé de Catherine de Médicis, je ne vais pas réitérer ce que j'ai déjà dit. Je pense qu'Alina vous dira comment réécouter cette biographie. Ce matin, je vais aborder ce personnage sous un autre angle. Cela dit, on pourrait parler d'elle pendant une saison entière et il y aura encore des choses à raconter. Alors, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que dans son pays, Catherine est un joyau pour les Médicis encore vivants. Elle est le dernier enfant de cette famille de riches banquiers. Autrement dit, cet enfant, c'est l'argent, le pouvoir viendra ensuite. Catherine est intelligente et obéissante. Son éducation en sera fortement impactée lorsqu'elle découvre l'occultisme, les guerres, les révoltes, les crimes, les changements de régime, ainsi que toutes les monstruosités de la politique, de l'argent, la haine, la jalousie, qui forgent son caractère à jamais et jusqu'à son mariage. Maintenant, je vais orienter le personnage du jour du côté de son arbre généalogique. Catherine Marie Romola Médicis est née le 13 avril 1519. Alors, elle est la fille de Laurent de Médicis, duc d'Urbain, et la petite fille de Laurent le Magnifique et de Madeleine d'Auvergne, princesse de France. Mais qui est cette Madeleine ? Madeleine de la Tour d'Auvergne est la fille de Jean de la Tour. Alors, je pense que j'en ai perdu certains, mais je vais continuer mon explication un peu plus en détail, mais vous allez comprendre. Jean de la Tour se marie avec Jeanne de Bourbon, fille du comte de Vendôme, et il est le fils de Bertrand de la Tour, comte d'Auvergne. Avec son épouse Louise de la Trémouille, il a 5 enfants, dont ce fameux Jean, mais une fille qui nous intéresse également, particulièrement ce matin, Jeanne de la Tour, qui épouse Aimar de Poitiers, comte de Saint-Vallier. Il a plusieurs enfants, mais celui qui nous intéresse là est Jean de Poitiers, Saint-Vallier, qui a lui-même plusieurs enfants avec son épouse Jeanne Baternay. Et il y a une fille qui nous intéresse particulièrement, qui n'est autre que Diane de Poitiers. Autrement dit, un lien de cousinage est établi entre Diane de Poitiers et Catherine de Médicis.
Diane de Poitiers reconnaît Catherine de Médicis comme sa cousine et trouve même qu'elle n'est pas aussi indigne d'entrer dans la famille royale vu que sa grand-mère est la propre sœur du grand-père paternel de Catherine. Et voilà, tout est dit. Je pense que je vous ai retrouvé là. Au XVIe siècle, il y a un adage qui dit « Un bon mariage vaut alliance ». Avec une telle lignée, il n'est pas étonnant que François Ier la choisisse. Autrement dit, il veut marier un fils capétien avec une petite fille d'une branche de Bourbon et fille de riches marchands banquiers étrangers suite à la perte de ses possessions italiennes. Catherine et son morceau d'Italie. Les transactions en secret se font car il ne faut pas que Charles Quint soit au courant, mais il y a des fuites, Charles Quint est au courant, mais il n'y croit pas. Dans les cours européennes, cela fait scandale et on pense que ce projet n'est pas réalisable. Ce qui arrange bien François Ier et qui continue ses négociations matrimoniales et pontificales. Je vous passe les détails. Au bout d'un an, François envoie un nouveau négociateur pour discuter d'un contrat. Catherine n'a que 12 ans, Henri aussi. En attendant de consommer le mariage, François souhaite que Catherine vive à la cour de France, en échange de quoi François garantit à son fils et à sa future épouse des biens et un revenu considérable. François signe, mais est-ce que le pape va signer lui aussi? Mystère. On est le 24 avril 1531. Le pape lit le contrat mais négocie à la baisse la dot de Catherine. Par contre, il se montre inflexible. Catherine ne va pas en France avant son mariage. Il livre Catherine contre argent comptant le jour de son mariage à Nice en 1532. Après de longues négociations, les deux parties sont d'accord, le contrat est signé. Je vous passe encore d'autres détails. Catherine prépare son mariage, François se met en route, Paris via Nice, mais à Lyon il tombe malade. La nouvelle circule, une fois de plus je passe les détails et le mariage ne se fait plus à Nice mais à Marseille. Pendant ce temps-là, après un banquet, au personnage de sa principauté, Catherine quitte Florence le 1er septembre, elle n'y retournera plus. Le 7 septembre, Catherine arrive à Villefranche, elle frissonne de bonheur, d'amour lorsqu'elle arrive en France, mais elle doit encore attendre 1 mois l'arrivée de sa sainteté. Le pape Clément VII et Catherine sont accueillis par 300 coups de canon. Les deux fiancés s'observent. Catherine trouve son fiancé beau. Elle l'aime de suite. Henri est moins enthousiaste. Il aime Diane depuis longtemps. Son idéal féminin, c'est elle. Il se marie parce que c'est le choix de son père. Il trouve plein de défauts à Catherine. Mais c'est pas grave, les choses sont en marche et les événements continuent. Catherine se montre en public à cheval le 23 octobre avec ses dames de compagnie. Le contrat est signé le 27 octobre. Les deux jeunes fiancés échangent leurs serments et engagements sacrés devant le cardinal de Bourbon. Henri embrasse Catherine. Le lendemain, le pape bénit les époux pendant la messe nuptiale. Malgré ses beaux vêtements, Henri ne trouve toujours pas Catherine à son goût. Pour elle, elle n'est pas belle. Il la trouve trop maigre. Un autre banquet est donné, un ballet de masques italiens complète les réjouissances. Le roi est enchanté. Il est même plus gai que son fils. Puis vient le moment où les deux époux se retirent dans leur chambre nuptiale. François s'est vite rendu compte de la froideur de son fils et il fait éruption dans cette chambre pour encourager son fils. La réputation de la galanterie française est en jeu. Catherine est amoureuse et garde un souvenir impérissable, un amour unique et éternel pour Henri, sans espoir et sans retour.
Le lendemain, le pape s'assure que le mariage a bien été consommé, du doigt et de l'œil, il faut vraiment être sûr. Il vérifie. Catherine est heureuse, amoureuse, comblée. Henri est égal à lui-même, mélancolique, taciturne. Pendant les 10 premières années de leur mariage, pas d'enfant. Sa stérilité est montrée du doigt. La famille royale l'apprécie beaucoup, ainsi que le roi, et ils ne leur en tiennent pas rigueur. Mais elle entend dans son dos qu'on parle de la répudier. Catherine ne reste pas les bras croisés. Elle va ingurgiter un nombre considérable de philtres, porter des talismans en tout genre. Elle est conseillée par différents magiciens, mages, prophètes. Miracle! La 11e année après leur mariage arrive enfin un enfant, le premier. En 12 ans, le couple aura 10 enfants, signe de la galanterie d'Henri, et qu'il ne se désintéresse pas totalement de sa femme malgré tout. Mais aussi c'est grâce au conseil de Diane qui lui dit de ne pas délaisser son épouse. Henri devient roi à l'âge de 28 ans, suite à la mort prématurée de son frère aîné, et Catherine reine de France. Une de ses premières mesures de nouveau roi est de rétablir les tournois. Une autre est de créer une chambre ardente qui donne droit à l'Inquisition le pouvoir de lutter contre les hérétiques. Lors d'un tournoi le 30 juin 1559, Henri II est blessé. Une lance touche son œil. Ambroise Paré peut rien faire. Henri meurt le 10 juillet 1559 à Paris à l'âge de 40 ans. Catherine devient régente pour la première fois car leur fils aîné est trop jeune pour être roi. Pour moi, Catherine fait partie des grandes reines de France. Elle a réussi à se faire une place, à être appréciée de la famille royale et même du roi. Avec cette cour itinérante, elle a appris à côtoyer, à aimer le peuple français. Le pape Clément VII tourne sa veste pour rentrer à nouveau dans les bonnes grâces de Charles Quint et il ne verse pas la dot de Catherine. Mais à mon sens, Catherine donne à la France bien plus qu'une simple dot. Elle a introduit le raffinement culinaire. La cuisine à la française lui doit beaucoup. Mais aussi manger avec une fourchette. On mange encore avec les doigts. Le cuisinier Raymond Oliver parle d'une véritable révolution de 1533 qui bouleverse le contenu de la marmite. Et oui, avant l'arrivée de Catherine, on mangeait le salé, le sucré, les fruits, la viande, tout mélangé. Ce ne sera plus le cas après. Elle monte en Amazone et lance cette mode pour les femmes, ce qui fait qu'elle peut accompagner les hommes lors de chasse à courre. Avec cette façon de monter, il faut porter une culotte, car avant on ne portait pas de sous-vêtements. Elle a appris comment gérer les conflits lors de son enfance en Italie, mais aussi à la cour, ce qui fait d'elle une grande diplomate lors des conflits qui vont avoir lieu. Bref, pour moi, François Ier est un des grands rois qui ont marqué notre pays, et Catherine fait elle aussi partie des grandes reines qui ont marqué notre pays à jamais. Je vais m'arrêter là, même s'il y aura encore plein d'autres choses à dire. Les informations que je vous ai données, je les ai trouvées dans 3 livres. Alors, en premier, le dictionnaire illustré des rois, reines et présidents de France de Thomas Decker, Catherine de Médicis de Jean-François Solnon, S-O-L-N-O-N, et Catherine de Médicis de Jean Orieux, O-R-I-E-U-X. Alors, c'est un livre de 1987. Je ne sais pas s'il est encore édité. Par contre, vous pouvez peut-être vous le procurer en deuxième main. Je vous souhaite un agréable dimanche, une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.